dans le calme feutré de la nuit. La voix du conteur nous accueille au sein de Minuit compté, un refuge où les ombres se transforment en histoire. Ce soir, le récit nous emmène sur les rails de l'Angleterre des années 20. Lorsque la campagne du Hampshire se drapait lentement dans les brumes du crépuscule, le train de 17h40, quittant Winchester pour rejoindre Londres, avançait avec majesté, ses wagons élégants bercés par le rythme régulier des roues de fer. Dans un compartiment soigneusement entretenu, deux silhouettes familières occupaient la scène: Hercule Poirot, l'incomparable maître de la logique et de la psychologie, et son inséparable compagnon, le capitaine Arthur de Hastings, tandis que le premier, d'une méticulosité sans faille, caressait de ses doigts gantés le pli impeccable de son mouchoir de soie. Le second, plus rêveur, laissait son regard errer vers les paysages adoucis par la lumière du soir. Rien ne laissait présager que ce voyage de routine allait bientôt se charger de mystère. Pourtant, à l'approche d'une petite gare de campagne nommée Badham Junction, la machine ralentit, puis s'immobilisa dans un soupir de vapeur. Les lanternes à gaz projetaient des halos incertains sur le quai désert, et une agitation inhabituelle se devinait parmi le personnel du chemin de fer. On parlait à voix basse d'un drame. Un corps venait d'être retrouvé sur les rails, celui d'un certain Édouard Noirbois, marchand d'antiquités réputé. Ainsi commençait une nouvelle énigme, où l'ordre apparent céderait bientôt la place aux secrets les plus sombres. Chapitre 1. Le retard inattendu. Le train de 17h40 glissait dans la campagne anglaise comme un serpent d'acier, ponctuant son avancée d'un souffle régulier de vapeur. La lumière déclinante du jour enveloppait les collines du Hampshire d'un voile violet et doré, et l'on devinait, au loin, les silhouettes paisibles des fermes endormies. Dans le compartiment de première classe, le temps semblait suspendu, comme si le monde extérieur n'était qu'un tableau fugace, destiné à être contemplé depuis la sécurité d'un salon roulant. Le capitaine Arthur de Hastings, confortablement installé dans l'un des fauteuils capitonnés, laissait son esprit vagabonder, les senteurs mêlées de cuir ciré, de tabac blond et de thé anglais flottaient encore dans l'air, lui donnant la sensation d'un cocon protecteur. En face de lui, immobile et concentré, se tenait Hercule Poirot, le petit détective belge, impeccable jusque dans le moindre pli de son costume, observait le vide avec une intensité qui faisait songer à un joueur d'échecs méditant son prochain coup. Sa moustache noire et lustrée vibrait parfois, comme si elle participait à une conversation silencieuse. Hastings, pour sa part, se sentait gagné par une douce fatigue. Les récentes aventures au domaine du comte de Pembroke avaient laissé des souvenirs aussi exaltants qu'épuisants. Une bibliothèque poussiéreuse, un manuscrit médiéval dérobé, et la révélation théâtrale, orchestrée par Poirot, du coupable confondu devant une assistance médusée. À cette évocation, Hastings eut un sourire attendri. Il admirait son ami, non seulement pour son génie méthodique, mais aussi pour cette élégance un peu théâtrale qui transformait chaque affaire en un récit digne d'être consigné. « Mon ami », dit soudain Poirot, rompant le silence, sa voix, légèrement teintée de son accent belge, résonnait avec douceur. « Vous paraissez pensif ce soir. Est-ce que l'affaire de Pembroke vous fatigue encore ?»« Pas le moins du monde »,
répondit Hastings, redressant sa silhouette militaire. Je songeais simplement à votre manière si singulière de découvrir la vérité. Trouvez ce manuscrit caché dans la cheminée. Quel coup de maître! La moustache de Poirot s'inclina comme pour saluer le compliment. C'était une question de psychologie. Mon cher, là où un bibliothécaire cache un secret, ce n'est pas dans un coffre-fort, mais dans un lieu qui, dans son esprit, préserve les livres de l'humidité. Qu'y a-t-il de plus sec qu'une cheminée inutilisée? À cet instant, le roulis du train perdit sa régularité. Hastings fronça les sourcils. Le grondement monotone des roues s'amenuisait, remplacé par une vibration hésitante. Le souffle de la locomotive se fit plus lourd, plus lent. Poirot leva un doigt. « Voyez, Hastings, le train ralentit. Cela n'était pas prévu. » En effet, la silhouette d'une petite gare de campagne apparut dans la pénombre. Quelques lampes à gaz diffusaient une clarté jaunâtre, dessinant des cercles tremblants sur les briques humides. Un panneau indiquait « Badham Junction ». Hastings, surpris, secoua la tête. Je ne me souviens pas que ce soit une halte prévue. Les yeux verts de Poirot s'illuminèrent d'un éclat aigu. Justement, mon ami, lorsqu'une routine est interrompue, c'est toujours le signe que quelque chose d'inhabituel s'est produit. Observez bien, sur le quai, l'agitation contrastait avec l'ordinaire torpeur des gares rurales. Le chef de gare, un homme replet nommé Monsieur Guillaume, allait et venait d'un pas précipité, son front luisant de sueur malgré la fraîcheur du soir. À ses côtés, un jeune porteur portait un brancard vide, sa mine grave trahissant l'importance du moment. Hastings, intrigué, suivit du regard un autre voyageur qu'il avait remarqué dès le départ à Winchester. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un manteau coûteux, les favoris poivre et sel, et l'air perpétuellement inquiet. Il consultait sa montre de poche à intervalles réguliers, jetant des regards furtifs autour de lui, comme s'il craignait d'être observé. Cet homme, qui se présenta plus tard sous le nom de Cornelius Péton, marchand de céramique et de verrerie, paraissait singulièrement troublé par l'arrêt imprévu. Poirot, ajustant le pli de sa manchette, souffla d'un ton calme mais décidé. « Allons nous informer, Hastings. Dans ce genre de situation, le moindre détail peut révéler un mystère. » Ils descendirent du compartiment, rejoignant le petit groupe de passagers déjà attroupés autour du chef de gare. Le vent frisquet portait une odeur de bois brûlé et de terre humide. Les lampes vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les visages anxieux. Monsieur Guillaume, le chef de gare, prit la parole, essoufflé. « Messieurs, un accident terrible s'est produit. À 1 kilomètre d'ici, un homme a été retrouvé sur les rails, heurté par un train de marchandises il y a environ 1 heure. Nous avons dû faire stopper votre convoi, le temps que l'inspecteur arrive de Corfield. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Puis le mystérieux voyageur, Cornelius Péton, s'approcha, sa main tremblante cherchant machinalement son étui à cigarette en argent. « Quelle horreur !» murmura-t-il, sa voix faussement affligée. « Sait-on qui est le malheureux ?» Le chef de gare acquiesça avec gravité. « Nous avons trouvé une carte de visite dans sa poche. Il s'agit de Monsieur Édouard Noirbois, marchand d'antiquités installé à Londres. » À l'évocation de ce nom, l'étui de Péton glissa de ses doigts, tomba bruyamment sur les pavés
avant qu'il ne se précipite pour le ramasser. Ses mains tremblaient. Ses traits s'étaient figés dans une expression d'effroi mal dissimulée. Excusez-moi, le choc, vous comprenez, Hercule Poirot, impassible, observa la scène. Ses moustaches frémirent légèrement, comme pour noter un détail invisible aux autres. « Vous connaissiez peut-être ce monsieur Noirbois ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Non, non, pas personnellement, » balbutia Péton. « Mais dans notre milieu, on entend parler de certains antiquaires, de simples relations professionnelles. Vous savez, » Poirot inclina la tête, un éclat perçant brillant dans ses yeux. Hastings, quant à lui, sentit que le hasard n'avait plus sa place. Cet arrêt imprévu à Badham Junction marquait le début d'une nouvelle enquête. Le train, qui jusque-là n'avait été qu'un moyen de transport confortable, devenait désormais le théâtre d'un drame. La nuit, avec ses ombres épaisses et ses secrets, venait d'ouvrir ses portes à une affaire où raison et psychologie allaient, une fois de plus, se révéler les seules armes contre le mensonge et le crime. Chapitre 2. Le corps sur les rails. La gare de Badham Junction, d'ordinaire si silencieuse, s'était transformée en une scène inhabituelle où l'air semblait vibrer d'une tension sourde. Le souffle de la locomotive immobile s'élevait dans la nuit comme une respiration contrariée, tandis que les passagers retenus sur le quai chuchotaient, prisonniers d'une curiosité mêlée d'angoisse. La nouvelle de la découverte d'un cadavre s'était répandue à la vitesse de l'éclair, et chacun scrutait la brume du soir comme si elle allait soudain livrer la vérité. C'est alors qu'apparut l'inspecteur principal de Corfield, Monsieur Jules Bradshaw, de stature robuste, la cinquantaine bien entamée. Il avançait d'un pas ferme, ses bottes résonnant sur les dalles du quai, son visage carré, ombré d'une moustache grisonnante, portait la gravité de ceux qui ont trop souvent contemplé la mort dans son aspect le plus cru. Sous son chapeau feutre légèrement cabossé, ses yeux d'un bleu perçant brillaient d'intelligence pratique et de fermeté. Le simple fait de le voir rassurait les cheminots et imposait le silence aux curieux. Hercule Poirot, qui s'était tenu légèrement en retrait avec le capitaine Arthur de Hastings, s'avança d'un geste mesuré, d'un ton empreint de courtoisie. Il se présenta sans emphase. « Inspecteur Bradshaw, je suis Hercule Poirot, détective privé. Je voyage ce soir vers Londres et, si vous m'y autorisez, je serai honoré de mettre mon expérience à votre disposition. » Bradshaw, qui n'ignorait pas la réputation du petit Belge aux moustaches impeccables, inclina la tête avec un respect discret. « Monsieur Poirot, toute aide est la bienvenue. La situation n'est pas claire, et chaque regard aiguisé compte, guidé par le chef de gare. » Les deux hommes se dirigèrent vers un bâtiment annexe. À l'extrémité du quai, là, sur une table de bois recouverte d'une toile grossière, reposait le corps de l'infortuné voyageur, Hastings, qui suivait d'un pas plus hésitant, sentit un frisson lui parcourir l'échine. La mort, même familière au récit policier qu'il avait partagé aux côtés de son ami, gardait toujours ce caractère abrupt et saisissant. Le défunt, identifié comme Édouard Noirbois, marchand d'antiquités à Londres, portait encore un costume sombre de bonne facture et un pardessus d'hiver. Ses traits figés par la mort conservaient une certaine noblesse, mais la rigidité cadavérique et les stigmates de son contact avec la locomotive brisaient cette dignité. Sur ses tempes,
Une plaie sanguinolente attirait immédiatement l'attention. Poirot, méthodique, s'approcha avec une précision chirurgicale. Ses gants de cuir souple brillaient sous la lumière vacillante des lampes, et ses gestes, lents et mesurés, dénotaient une maîtrise absolue. Il examina d'abord les mains du mort. Elles étaient propres, les ongles parfaitement entretenus, sans la moindre trace de lutte. « Vous voyez, mon cher Hastings, » murmura-t-il, « aucune défense, aucune égratignure. Voilà qui est singulier pour un homme supposément surpris par une machine lancée à vive allure. » Il s'inclina ensuite sur les chaussures. C'étaient de solides bottines de cuir poli, d'une qualité irréprochable. Pourtant, malgré la prétendue chute sur la voie ferrée, elle restait immaculée, à peine marquée par la poussière du ballast. Poirot fronça les sourcils et se redressa. « Inspecteur, remarquez ceci, pas de boue, pas de traces d'herbe, ni de gravier incrusté. Un homme qui aurait traversé champs et talus pour se jeter sur les rails n'aurait pas gardé des bottines aussi nettes. » Bradshaw se pencha, hochant la tête lentement. « Voilà une observation curieuse, je le reconnais. » Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'était saisi d'une petite loupe qu'il portait toujours dans son gilet et entreprit d'examiner le col, les manches, puis les revers du manteau du défunt. Ses yeux brillèrent d'un éclat satisfait lorsqu'il trouva, incrustés dans le tissu, de minuscules fibres colorées, avec des pincettes sorties de son étui. Il les recueillit précautionneusement. « Voyez, messieurs, rouges, bleus et jaunes, des fils grossiers, arrachés à un tapis de fabrication médiocre. Or, je doute que M. Noirbois ait fréquenté, le jour même, un salon si peu raffiné. » Hastings, intrigué, observa son ami noter mentalement chaque détail comme un musicien retient les notes d'une partition. Le détective, insensible à l'émotion, composait déjà dans son esprit l'harmonie des faits. Puis Poirot attira l'attention sur la plaie au niveau de la tempe. Il passa doucement un doigt ganté autour de la blessure, observant attentivement le trajet du sang coagulé. « Remarquez, inspecteur, le sang a coulé dans deux directions, d'abord vers le visage, puis vers l'arrière du crâne. Cela signifie que le corps a changé de position entre le moment de la blessure et celui de son installation finale sur les rails. Une machine en mouvement ne produit pas ce type de régularité. La gravité, mes amis, elle seule, ne ment jamais. » Bradshaw fronça les sourcils. « Vous pensez que cette plaie a été infligée avant que le corps ne soit placé sur la voie ?» Poirot inclina doucement la tête. « C'est plus qu'une hypothèse, c'est une certitude. » Le chef de gare, qui écoutait, blêmit à ces paroles. Pour lui, habitué aux accidents ferroviaires malheureux, il était déjà assez terrible d'annoncer une mort, mais découvrir qu'il s'agissait d'un meurtre déguisé ajoutait une dimension macabre qui dépassait son expérience. Pendant ce temps, Hastings remarqua une autre singularité. Sur le revers de l'habit, de fines miettes jaunâtres s'étaient déposées, presque imperceptibles à l'œil nu. Poirot s'en empara aussitôt. « De l'avoine, ou plutôt des biscuits d'avoine, » conclut-il après une brève analyse. Un détail insignifiant pour d'autres, mais pour moi, cela indique un lieu clos, où l'on consomme ce genre de collation, sur une voie ferrée, dans le froid de la nuit. Il n'y a aucune raison que de telles miettes apparaissent. Les indices s'accumulaient
comme autant de pierres construites pour édifier une certitude, bottines trop propres, plaies au sang contradictoire, fibres d'un tapis ordinaire, miettes d'avoine, tout concourait à la même conclusion. Le marchand d'antiquités n'avait pas été victime d'un accident, encore moins d'un suicide. Il avait été tué ailleurs, puis transporté jusqu'au rail pour faire croire à une tragédie banale. L'inspecteur Bradshaw, homme pragmatique mais pas dénué de finesse, croisa les bras et regarda Poirot longuement. Alors nous avons affaire à un meurtrier méticuleux, assez audacieux pour disposer le corps de manière à tromper les autorités. Poirot redressa sa moustache et répondit d'un ton calme, méticuleux, peut-être, mais pas assez pour tromper les petites cellules grises, car voyez-vous, inspecteur, un homme peut maquiller une scène, disperser de faux indices, mais il oublie toujours un détail. Et ce détail, c'est lui qui, immanquablement, le trahit. Hastings, qui connaissait cette lueur particulière dans le regard de son ami, sentit que l'affaire prenait une tournure sérieuse. Le train de 17h40, parti comme une simple liaison provinciale vers Londres, venait de se transformer en le théâtre d'un drame criminel où chaque passager, chaque bagage, chaque geste pouvait désormais cacher une vérité compromettante. Le silence s'épaissit dans la salle mortuaire improvisée. Dehors, la vapeur de la locomotive se dissipait dans la nuit froide. Le destin, songea Hastings, venait de tirer le rideau d'une pièce dont ils allaient devenir les acteurs principaux, sous la direction impassible et implacable d'Hercule Poirot. Chapitre 3. Le cottage dans le bois. La brume s'épaississait autour de la petite gare lorsque le chef de gare, encore bouleversé, répondit à la question de l'inspecteur Bradshaw. « Il n'y a guère de maisons dans ce secteur, messieurs, seulement un vieux cottage, Elm Cottage, à l'orée du bois. Voilà des mois qu'il était abandonné, mais, depuis peu, on y aperçoit parfois une lueur le soir. » Ces mots eurent sur Poirot l'effet d'une étincelle. Ses yeux verts, toujours attentifs aux moindres détails, brillèrent d'une clarté nouvelle. Une maison délaissée, mais soudain occupée, et cela tout près de l'endroit où l'on a trouvé le corps. Il frotta doucement ses gants, le regard fixé sur l'inspecteur. « Mon cher, il n'existe pas de coïncidence de ce genre. Nous devons nous y rendre. » La petite troupe s'ébranla alors hors de la gare. Poirot, Bradshaw, Hastings et le chef de gare Guillaume avançaient d'un pas mesuré sur un chemin boueux. Les lanternes que portaient l'inspecteur et le cheminot dessinaient des cercles de lumière dans lesquels les herbes humides scintillaient. Au loin, on percevait encore le souffle impatient de la locomotive arrêtée, comme un rappel que le monde ordinaire attendait, figé, pendant que l'enquête prenait ses détours. Après quelques minutes de marche à travers un sous-bois épais, la silhouette sombre d'Elm Cottage se dessina. C'était une bâtisse modeste, en briques rouges ternies, dont le jardin envahi de broussailles témoignait de longs mois de négligence. Pourtant, derrière une fenêtre du rez-de-chaussée, filtrait une lumière jaune, vacillante, celle d'une lampe à huile. Hastings en éprouva un léger malaise. Le contraste entre l'abandon manifeste et cette lueur obstinée conférait à l'endroit une atmosphère de secret. Poirot, avec sa précision coutumière, observa le sol détrempé. « Regardez, mes amis, » du bout de sa canne,
Il montra 2 rainures profondes marquant la terre, les traces fraîches d'une brouette, pesamment chargée, qui s'était dirigée du jardin vers la voie ferrée. Voilà qui est intéressant. Un véhicule rudimentaire, utilisé récemment, et destiné, semble-t-il, à transporter un lourd fardeau, le corps de Monsieur Noirbois, sans doute. Bradshaw hocha la tête, le visage grave. Ils contournèrent la maison et revinrent à la porte d'entrée, qui céda sans résistance. L'air intérieur, lourd et froid, sentait le tabac froid, la poussière et l'alcool. Dès le vestibule, la conviction de Poirot se raffermit. Le meurtre ne s'était pas produit sur les rails, mais ici même, dans cet antre éphémèrement occupé, la salle principale, où brûlait la lampe, offrait l'image éloquente d'une rencontre qui avait mal tourné. Sur la table, une bouteille de whisky entamée reposait à côté d'un siphon et d'une boîte de biscuits. À terre, un verre brisé s'étalait en éclats scintillants, non loin de la cheminée. Un tapis bon marché présentait des plis suspects et une chaise renversée achevait de figer la scène d'un tumulte violent. Poirot s'agenouilla près du verre brisé et l'examina longuement. Remarquez, Hastings, les fragments se sont dispersés largement. Cela indique non pas une chute accidentelle, mais un geste brusque, une main frappée, peut-être, pour faire choir le récipient. Il porta ensuite le goulot de la bouteille à son nez. Ah, l'odeur est légère mais indéniable. Un narcotique a été ajouté à ce whisky, probablement du chloral. Notre malheureux antiquaire a dû commencer à en ressentir les effets lorsqu'il a tenté de résister. L'inspecteur Bradshaw, attentif, se baissa pour soulever la chaise renversée. On dirait qu'on l'a repoussé violemment en arrière. Poirot hocha la tête. Exactement. Monsieur Noirbois a été frappé alors qu'il se débattait, puis il a succombé, non à la machine, mais ici, étouffé peut-être par cette nappe tachée que vous voyez sur la table. Le regard de Hastings fut attiré par de petites marques sombres sur le plancher. Du sang, Poirot confirma d'un geste. En effet, quelques gouttes seulement, cohérentes avec la blessure à la tempe, pas de trace d'une hémorragie massive. Encore une preuve que la mort ne fut pas causée par le choc d'une locomotive. Chaque objet devenait ainsi un témoin muet. La boîte de biscuits contenait des gâteaux d'avoine, dont les miettes retrouvées sur le vêtement du défunt correspondaient exactement, près de l'âtre. Plusieurs mégots de cigarettes à bon marché jonchaient le sol, tranchant avec l'élégance d'un antiquaire habitué à fumer un tabac raffiné. Ces cigarettes, mes amis, murmura Poirot, ce ne sont pas celles de Monsieur Noirbois. Elles appartiennent à quelqu'un d'autre, à l'assassin, qui, nerveux, a tué le temps en fumant, attendant peut-être le moment propice. Poirot s'avança ensuite vers un coin de la pièce où, partiellement dissimulé sous un meuble, gisait un chapeau de feutre gris orné d'un ruban de soie. Il le souleva avec une lenteur presque cérémonielle. Voilà le chapeau manquant de notre victime, le meurtrier. Dans sa hâte, l'a oublié. Or, aucun gentleman anglais ne se serait aventuré dans la nuit humide sans son couvre-chef. Cette négligence est une signature, la marque précipitée de la culpabilité. Bradshaw et Hastings échangeaient des regards lourds. Tout, dans cette pièce, criait la vérité. Le tapis grossier sur lequel on retrouva des fibres identiques à celles incrustées dans le vêtement du défunt, le verre fracassé,
le whisky drogué, les biscuits d'avoine, le chapeau abandonné, tous ces indices composaient une mosaïque irréfutable. Poirot, avec ce calme qui lui était propre, se redressa et balaya la salle du regard. « Messieurs, dit-il d'une voix douce mais ferme, nous pouvons affirmer sans crainte d'erreur que M. Édouard Noirbois n'est pas mort sur les rails, mais bien ici, dans ce cottage abandonné. C'est ici que l'invitation perfide l'a conduit. C'est ici que le poison a commencé son œuvre. C'est ici que la lutte a éclaté. Et c'est ici, enfin, que la vie lui a été ôtée. » Le silence qui suivit ces paroles n'était troublé que par le crépitement faible de la lampe à huile, dehors. Le vent faisait claquer les volets comme pour confirmer l'inéluctable. Hastings, frissonnant, resserra son manteau autour de lui. Pour la première fois, il prit pleinement conscience que le drame auquel ils assistaient n'était pas seulement une affaire de déduction élégante, mais une tragédie humaine. Née de la cupidité et du calcul, Poirot, imperturbable, caressait déjà le fil invisible de sa pensée. Il savait qu'à partir de ce lieu, chaque fil de l'intrigue se tisserait vers le visage du coupable. Le cottage, simple bâtisse oubliée, venait de devenir le cœur même du mystère. Chapitre 4. Le rassemblement au cottage. Le vent d'octobre soufflait à travers les fissures du vieux cottage, faisant vibrer les vitres et danser la flamme tremblante de la lampe à huile posée sur la table. L'atmosphère avait quelque chose de solennel, presque sacré. Ce lieu, qui n'avait été qu'un abri clandestin pour le crime, devenait à présent le théâtre d'une révélation. Hercule Poirot, dans son éternelle précision, avait demandé que l'on rassemble toutes les personnes liées à l'affaire dans cette pièce: l'inspecteur Bradshaw, le chef de gare Guillaume, Hastings bien sûr, et Cornelius Petton, dont le visage pâle trahissait une nervosité à peine contenue. Poirot prit place au centre, ses mains croisées derrière le dos, sa silhouette impeccable découpée par la lueur vacillante. Ses yeux verts, étincelants de méthode, parcouraient la scène comme un chef d'orchestre prêt à lever sa baguette. « Messieurs, dit-il d'une voix calme, mais dont l'autorité ne souffrait aucune contestation, nous ne sommes pas réunis ici par hasard. Le destin a choisi ce lieu pour être le témoin de la vérité, ce qui semblait, au premier regard, un accident ferroviaire, n'était rien d'autre qu'un meurtre, conçu avec une ruse admirable, mais trahi par des détails trop éloquents pour échapper à mes petites cellules grises. » Hastings, toujours impressionné par la gravité que son ami parvenait à insuffler à ses propos, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le silence qui régnait dans la pièce accentuait la tension. Même le craquement des poutres semblait attendre la révélation. Poirot désigna la table. « Tout commence ici. Monsieur Édouard Noirbois, antiquaire de renom, fut convié en ce lieu par une personne de confiance, ou du moins de proximité professionnelle. Le criminel savait que M. Noirbois transportait avec lui des objets précieux, fruits de ses affaires à Winchester. Il lui offrit hospitalité, une lampe allumée pour rassurer, quelques biscuits d'avoine et un verre de whisky. Mais le whisky, messieurs, contenait un poison discret, un narcotique. Il se pencha vers la bouteille, encore posée avec une ironique banalité sur la table. Une touche de chloral hydrate, à peine perceptible mais suffisante pour affaiblir un homme, pour engourdir ses sens et préparer le terrain à un assaut plus brutal.
Bradshaw hocha la tête, son carnet ouvert à la main, notant les mots du détective. Poirot reprit, d'un ton plus grave, mais Monsieur Noirbois, homme méfiant, sentit sans doute que quelque chose clochait. Il voulut résister. Alors, voyez cette chaise renversée, ce verre brisé. Le criminel frappa ou repoussa, et notre malheureux antiquaire tomba. Il fut alors suffoqué, non par la force brute, mais par la ruse. Le meurtrier utilisa cette nappe tachée pour couvrir son visage, étouffant son dernier souffle. Hastings retint sa respiration, imaginant la scène comme si elle se déroulait devant lui. L'homme piégé, drogué, luttant en vain sous le tissu, tandis que l'assassin, implacable, accomplissait son forfait. Poirot, imperturbable, reprit son exposé avec la froideur clinique d'un chirurgien. La mort, cependant, posait au coupable un problème. Que faire du corps ? L'abandonner ici aurait signifié une découverte trop rapide, une enquête immédiate. Alors il imagina un plan audacieux, transformer ce meurtre en accident. Il s'approcha de la fenêtre et montra du doigt les sillons encore visibles dans la terre détrempée. Avec une brouette, il transporta le corps depuis ce cottage jusqu'à la voie ferrée, environ 300 mètres plus loin. Il disposa Monsieur Noirbois sur les rails, le visage contre le ballast, la tête placée dans l'entrevoie, comme s'il avait été surpris en tentant de se donner la mort, pour rendre la mise en scène plus convaincante. Il dispersa les morceaux de lunettes brisées et déposa un parapluie ainsi qu'un sac de voyage à proximité. L'inspecteur Bradshaw fronça les sourcils. « Et vous affirmez qu'il pensait ainsi tromper la justice ?» Poirot haussa doucement les épaules. Il comptait sur la hâte et l'habitude. Les accidents ferroviaires sont fréquents et l'on est prompt à les classer comme des suicides ou des tragédies fortuites. Mais il releva son doigt comme pour marquer un point d'orgue. Il oublia l'infaillibilité des détails. Il se retourna vers la table où il avait disposé, avec soin, les preuves recueillies. Voyez les miettes de biscuits d'avoine retrouvées sur le veston de la victime. Elles provenaient de cette boîte-ci, non des rails. Voyez ces fibres colorées, rouges, bleues et jaunes, coincées dans la laine de son manteau. Elles correspondent au tapis grossier de ce salon, et non à un sol extérieur. Voyez enfin ces bottines. Elles étaient trop propres pour avoir traversé champs et chemins boueux avant de s'allonger volontairement sur la voie. Il marqua une pause. Le silence était presque palpable. Chacun sentait que le piège de la logique se refermait sur le coupable. Puis, Poirot s'approcha de Cornelius Petton, qui se tenait un peu à l'écart, ses mains nerveuses triturant sans cesse un paquet de cigarettes. « Et maintenant, messieurs, venons-en à celui qui a commis ce crime. » Petton pâlit, mais tenta de soutenir le regard du détective. « Le meurtrier, » poursuivit Poirot, « est un homme du même milieu que Monsieur Noirbois, un homme connaissant les antiquités, les affaires d'art, et pouvant donc facilement gagner sa confiance. Cet homme, ce soir, a montré une agitation extrême en apprenant le nom de la victime. Son étui à cigarette lui échappa des mains. Ses tremblements le trahirent. Or, dans ce cottage, que trouvons-nous ? Des mégots de cigarettes industrielles, de mauvaise qualité, exactement les mêmes que celles que fume Monsieur Petton. Bradshaw se redressa vivement.
Son regard perçant fixé sur le suspect, Poirot continua, inexorable. Ajoutez à cela la découverte d'un billet de chemin de fer Londres-Winchester datant de 2 jours, retrouvé dans une malle à l'étage. Ce billet correspond au voyage de M. Pétan, qui a prétendu s'être rendu à Winchester pour des affaires, et enfin, son savoir précis sur les déplacements de M. Noirbois, un savoir qu'il ne pouvait avoir que s'il avait suivi de près ses démarches. Péton tenta un sourire forcé. Tout cela n'est que supposition. Supposition, répéta Poirot, sa moustache frémissante d'ironie. Non, monsieur. Les miettes, les fibres, les bottines, les cigarettes, le chapeau oublié, tout converge. Votre psychologie même vous trahit. Vous avez fumé ici, nerveusement, en attendant que votre victime succombe. Vous avez ensuite commis l'erreur classique des criminels, conserver trop près de vous le fruit de votre rapacité, car j'affirme, inspecteur, que les antiquités dérobées se trouvent encore dissimulées parmi les bagages de ce monsieur. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. La lampe grésilla, comme pour sceller l'accusation. Bradshaw, se levant brusquement, déclara d'une voix ferme, « Monsieur Péton, je vous demande de rester à disposition de la justice. Nous allons immédiatement vérifier vos effets. » Péton, livide, baissa les yeux. Poirot, quant à lui, resta impassible, ses mains posées sur la table comme celles d'un juge après son verdict. « La vérité, dit-il doucement, n'a pas besoin de cris pour s'imposer. Elle s'impose d'elle-même, par la force tranquille des faits. » Hastings, ému, observa son ami avec une admiration renouvelée. Chaque affaire semblait lui rappeler que, par-delà les ombres du mensonge et de la cupidité, la clarté de la raison pouvait toujours ramener l'ordre. Elm Cottage, avec ses murs décrépits et ses secrets, venait de devenir le lieu d'une révélation éclatante, celle où la justice, incarnée par le petit détective belge, s'était levée pour rendre la vérité aux morts et la paix aux vivants. Chapitre 5. Le dénouement à Badham Junction. La nuit enveloppait la petite gare de Badham Junction d'un voile humide et glacé. La locomotive, toujours immobilisée, laissait échapper un souffle régulier qui résonnait comme une respiration impatiente dans le silence. Les voyageurs, contraints d'attendre, se pressaient par petits groupes, murmurant des hypothèses et des rumeurs, mais à l'intérieur du bureau du chef de gare, une scène bien plus solennelle se préparait, une scène où vérité et justice allaient enfin se rencontrer. Cornelius Péton fut invité à s'asseoir sur une chaise de bois, face au bureau encombré de registres et de lampes à pétrole. Il tenta de conserver une attitude digne, mais ses mains nerveuses, qui ne cessaient de jouer avec un briquet d'argent, trahissaient l'agitation qui rongeait son esprit. Ses traits, tirés par l'inquiétude, semblaient déjà porter l'ombre d'une condamnation. L'inspecteur Bradshaw, droit et imposant dans son manteau sombre, se plaça près de la porte, les bras croisés. À ses côtés, le chef de gare Guillaume observait la scène avec un mélange de curiosité et de crainte. Hastings, fidèle compagnon, se tenait légèrement en retrait, son carnet près dans sa poche, mais le regard surtout fixé sur son ami, et au centre, comme toujours, se dressait Hercule Poirot, sa silhouette impeccable, son chapeau posé avec soin sur une étagère, sa moustache parfaitement lustrée, tout en lui respirait la maîtrise. « Monsieur Péton,
commença Poirot d'une voix douce mais ferme. Nous sommes réunis ici pour faire la lumière sur la mort tragique de monsieur Édouard Noirbois. Jusqu'à présent, vous avez affirmé n'avoir aucun lien avec cette affaire, mais les faits, eux, parlent un autre langage. Peyton haussa les épaules, feignant une assurance qu'il ne possédait pas. Je vous ai déjà dit la vérité. Je ne connaissais ce Noirbois que de réputation. Je me trouvais à Winchester pour mes propres affaires. Voilà tout. Poirot s'approcha lentement, ses yeux verts brillant d'un éclat pénétrant. Permettez que je vous expose les preuves, une par une, et vous comprendrez pourquoi vos paroles ne peuvent plus convaincre. Il posa sur la table une petite enveloppe soigneusement étiquetée. Tout d'abord, ce billet de train Londres-Winchester, daté d'il y a 2 jours, retrouvé dans une malle au cottage. Ce billet correspond précisément à votre voyage, Monsieur Peyton. Vous prétendiez n'avoir passé que quelques heures à Winchester, mais la vérité est que vous vous y étiez déjà rendu auparavant pour préparer le terrain. Peyton pâlit légèrement, mais tenta de répliquer. Beaucoup de voyageurs auraient pu. Poirot leva un doigt, imposant silence. Beaucoup de voyageurs, certes, mais combien fumaient exactement ces cigarettes industrielles, de piètre qualité, retrouvées en quantité près de la cheminée du cottage? Voyez, inspecteur, ce sont les mêmes que celles que M. Peyton consomme sans relâche depuis le quai. Bradshaw hocha la tête, son visage se durcissant. Poirot poursuivit. Implacable, ajoutons encore les fibres, des fils grossiers de tapis, rouges, bleus et jaunes, collés au manteau de la victime, exactement les mêmes que l'on trouve sur le tapis usé du salon du cottage. La victime y a été étendue, violentée, et ce détail relie le corps à ce lieu, sans l'ombre d'un doute. Il marqua une pause, laissa les mots se déposer comme des pierres sur la conscience du suspect, puis il sortit d'une petite boîte un mouchoir soigneusement plié, qu'il déploya sur la table. Et voici des miettes de biscuits d'avoine, découvertes sur les vêtements de Monsieur Noirbois. Elles proviennent de cette boîte que nous avons trouvée ouverte sur la table du cottage. Preuve supplémentaire que le dernier repas de l'homme s'est déroulé là, et non sur les rails. Peyton passa une main tremblante sur son front. Ses yeux, fuyants, cherchaient une échappatoire, mais la pièce semblait se refermer sur lui. Poirot, toujours calme, conclut son implacable démonstration. Enfin, il y a le chapeau gris de Monsieur Noirbois, retrouvé derrière un meuble du cottage. Le criminel, dans sa précipitation, l'a oublié. Et vous savez, inspecteur, qu'aucun gentleman anglais ne se déplace par une nuit humide sans son couvre-chef. Ce détail, à lui seul, détruit l'illusion d'un accident sur les rails. Le silence pesa lourdement. Hastings, qui retenait presque son souffle, observait le visage de Peyton se transformer, les traits crispés, les lèvres tremblantes, le regard perdu. « Tout ceci ne prouve rien », s'écria soudain l'homme, sa voix brisée par la panique. « Vous n'avez aucun témoin. Personne ne m'a vu dans ce cottage. » Poirot s'approcha, si près que leurs visages ne furent séparés que par la lueur vacillante de la lampe. « Monsieur Peyton, ce ne sont pas seulement les témoins que vous avez contre vous, ce sont vos propres erreurs, votre nervosité sur le quai, lorsque vous avez entendu le nom de la victime, vos mains tremblantes, incapables de retenir votre étui à cigarette,
votre empressement à détourner l'attention et surtout votre avidité, car vous n'avez pas résisté à l'envie de conserver près de vous les antiquités dérobées. L'inspecteur Bradshaw fit un signe de tête à un constable, qui sortit du bureau et revint quelques minutes plus tard avec une valise appartenant à Peyton. Elle fut déposée sur la table et, sous les yeux attentifs de tous, l'inspecteur l'ouvrit dans un silence presque religieux. Il en sortit un petit coffret dissimulé dans un double fond. À l'intérieur, une collection d'objets brillait sous la lumière, des bagues anciennes, une broche sertie de pierres fines, une figurine d'ivoire sculptée. Les antiquités de Monsieur Noirbois, déclara Bradshaw d'une voix grave. Peyton s'effondra sur sa chaise, ses mains couvrant son visage. Un sanglot étranglé lui échappa. Je ne voulais que l'argent. Il n'aurait pas dû résister. Poirot le regarda sans triomphe, mais avec une gravité empreinte de mélancolie. Voilà, messieurs, ce qui conduit tant d'hommes à la perte, la cupidité. Elle aveugle, elle pousse à tuer, et elle condamne toujours celui qui y cède. L'inspecteur fit signe au constable de passer les menottes au criminel. Le cliquetis du métal résonna dans la petite pièce comme une conclusion inévitable. Hastings sentit un étrange mélange de soulagement et de tristesse. L'affaire était résolue, le coupable confondu, et pourtant, dans l'air, flottait ce poids familier, celui d'une vie perdue, d'un drame qui, au-delà de la justice, laissait derrière lui un parfum amer. Poirot reprit son chapeau et, d'un geste mesuré, l'ajusta sur sa tête. L'ordre, messieurs, est rétabli. Mais rappelez-vous ceci, la vérité se cache toujours dans les détails, et les détails, eux, ne mentent jamais. La porte du bureau s'ouvrit. Dehors, le train sifflait enfin, prêt à repartir vers Londres. Les voyageurs regagnaient leur place, ignorant peut-être qu'un crime avait été élucidé à quelques pas d'eux. Poirot et Hastings montèrent à bord, retrouvant le confort feutré de leur compartiment. Alors que le convoi s'ébranlait, Hastings regarda son ami, dont les yeux fixaient pensivement l'obscurité. « Étiez-vous certain depuis le début, Poirot ?» demanda-t-il à voix basse. Le détective esquissa un sourire discret. « Mon ami, il y a toujours place pour le doute. Mais lorsque la logique, la psychologie et les petites cellules grises convergent, alors la vérité devient aussi claire que la lumière du jour. » Le train s'enfonça dans la nuit, emportant avec lui le poids d'un mystère résolu, et sur le quai désert de Badham Junction, il ne resta que l'écho d'une affaire close, scellée par l'ordre et la justice. Le train s'ébranla de nouveau, quittant lentement la petite gare de Badham Junction. À travers les vitres embuées, Hastings aperçut le quai désert, encore marqué par l'ombre du drame, assis en face de lui. Hercule Poirot avait retrouvé son calme coutumier, son chapeau légèrement incliné, ses mains croisées sur sa canne. Pourtant, dans son regard vert brillait une lueur empreinte d'une mélancolie discrète. « Voyez-vous, mon ami, dit-il doucement, la logique et la vérité finissent toujours par triompher, mais ce triomphe n'est jamais joyeux, car derrière chaque déduction, chaque victoire de la raison, il y a une vie brisée, une ambition coupable et la douleur des innocents. » Hastings acquiesça en silence, sentant lui aussi ce mélange étrange de soulagement et de tristesse qui accompagne la justice lorsqu'elle se mêle au destin des hommes. À mesure que le convoi s'élançait vers Londres,
Le bruit régulier des roues sur les rails ramenait une impression de paix. Le mystère était résolu, l'ordre restauré, et les petites cellules grises de son ami avaient encore une fois percé le voile des mensonges. Le monde, songea Hastings, reprenait son cours. Chers auditeurs, si cette histoire vous a tenu compagnie dans la quiétude de la nuit, sachez que votre présence nourrit ces récits. Soutenez Minuit Conté en vous abonnant, en partageant vos impressions et en offrant un signe d'encouragement. Ainsi, d'autres veillées se poursuivront, où l'ombre laissera toujours place à la lumière de la vérité.